Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, merci de m'accueillir. Débrief du match 2, finale de conférence Est, toujours entre les Cavaliers et les Celtics. Un match 2 remporté une nouvelle fois par Boston à domicile, un match avec une double tonalité. Une première mi-temps et d'une manière générale les 30 premières minutes du match dominées par Cleveland. Cleveland qui est enfin parvenu à dérouler un petit peu son attaque, à avoir un rendement offensif relativement élevé. Et puis tout ça s'est écroulé dans le milieu du troisième quart-temps et les Celtics sont repassés aux commandes pour tranquillement plier la rencontre. En live, vous vous souvenez, dimanche soir à l'issue du match 1, je vous avais dit deux choses. La première, il est évident que Tyronn Lue va faire un ajustement dans son 5 parce que Horford face à Kevin Love défensivement c'était une catastrophe et d'une manière générale les Cavaliers c'était journée porte ouverte dans la raquette. Il fallait corriger ça, ça a été fait avec la réintroduction de Tristan Thompson dans le 5 en lieu et place de Kyle Korver. On repartait dans une config James, Love, Thompson un petit peu plus grande, un petit peu plus en taille et en physique pour tenir la raquette. Et puis d'un autre côté, je vous avais dit, LeBron James ne fera pas moins 4 d'éval et surtout, il ne tentera pas qu'une quinzaine de tirs, je crois, comme dans le match 1. Il fallait s'attendre à avoir un James, je vous avais dit, à 25-26 tirs, il finit à 29. Donc, tout ce qu'on anticipait, si vous voulez, sur ce match 2 aura eu lieu. James finit avec 40 d'éval, avec 40 d'éval, 12 passes décisives, mais 6 ballons perdus. Et ça, c'est aussi un enjeu de la série. Je vous avais dit, si les Celtics veulent espérer inquiéter les Cavs, il faut absolument empêcher LeBron de faire briller comme ça ses coéquipiers, comme il l'a fait face aux Raptors. Et là, on est toujours avec un LeBron dans un assist turnover ratio à 2, donc je fais 2 passes pour une perte de balle, et c'est malheureusement pas assez en termes de qualité et en termes d'efficacité pour surclasser la bonne défense des Celtics, des Cavaliers qui sur la première mi-temps ont été à 1,16 points par possession, ils retrouvaient leur rendement très élevé, et puis ils ont complètement dégringolé, je vous le disais, dans les 15 dernières minutes, parce que dans cet intervalle, dans cette fin de match où les Celtics ont repris les commandes, ils terminent à 8 sur 22, dont 1 sur 11 à 3 points. Vivre ou mourir avec le tir à 3 points, les Cavs sont morts, faute d'adresse à 3 points dans cette fin de match. Aucun rebond offensif, 6 ballons perdus. Ils terminent avec un cataclysmique 0,67 points par possession sur les 15 dernières minutes. C'était tout simplement fatal aux espoirs des Cavaliers dans ce match 2. C'est ce qu'on voit sur ce découpage de la rencontre. Il y a en fin de troisième quart-temps un 15-6 et puis ensuite on continue. Et derrière les Celtics vont repasser un 8-0 et vont s'imposer de plus d'une dizaine de points. Je vous le disais, sur la rencontre, il y a eu vraiment deux tonalités. Et au final, les Cavaliers, ils terminent à 0,99 points par possession en attaque. C'est beaucoup trop faible pour espérer surclasser cette équipe des Celtics parce que, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois depuis 2016, il n'y a qu'un scénario de victoire possible pour les Cavaliers face aux meilleures équipes de la ligue. C'est l'orgie offensive. On n'est pas une bonne défense, donc on va absorber un volume de points important. Mais à contrario, on va peut-être prendre 115 points, mais on va en mettre 125. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et bien sûr, ce match, ça n'a malheureusement pas encore été le cas pour les Cavaliers, qui finissent à 53-54% au tir réel. Ils doivent être à 60-62 pour espérer l'emporter. Ils finissent à moins de 50% de passes décisives, 1,20 en assist turnover ratio. Le jeu collectif des Cavaliers a été quasi inexistant, vraiment pour caricaturer, mais en tout cas trop peu existant pour surclasser la bonne défense des Celtics. Et puis au-delà de LeBron James qui a fait un match de mutant, au-delà de Kevin Love qui a fait un match intéressant, Thompson a aussi été pas mal. Et bien derrière, on a un vide abyssal. Et c'est un des autres enseignements
de ce match 2, et je vous en avais parlé dans la preview, je vous en ai déjà parlé également plein de fois. La clé pour battre les Cavaliers, c'est pas d'essayer de ralentir James. Regardez James, il fait un match de mutant triple-double, 40 points, avec un super pourcentage, 40 dévals, et les Cavs s'inclinent parce que derrière, tous les autres coéquipiers de James cumulent un 21 sur 51 au tir, ça fait 41% de réussite. Et si vous enlevez Love et Tristan Thompson qui ont été pas mauvais, eh bien on tombe à 8 sur 27, 29%. Les LeBroners, les fameux joueurs de complément, sont indispensables au succès des Cavs. J.R. Smith a été complètement transparent. Rodney Hood, George Hill ont été transparents. Kyle Korver s'en sort pas trop mal. Nance Jr. est encore une fois transparent. Et il faut que ces joueurs apportent en attaque. Sinon, les Cavs, ils manquent de cartouches, ils manquent de munitions. Et puis, à contrario, côté Celtics, eh bien, on fait un bon match de défense. Parce que maintenir les Cavs sous les 100 points pour 100 possessions, c'est une vraie performance. Et derrière, on est à 1,12 points par possession en attaque, ce qui est une vraie performance parce que en termes d'adresse, les Celtics ont été maladroits. Ils ont été maladroits, on est à 53% au tir réel, c'est faible. Et pourquoi on arrive à avoir un tel rendement offensif alors qu'on a été extrêmement maladroit? C'est parce qu'on n'a quasiment pas perdu de ballon dans ce match. La faible défense des Cavaliers qui ne provoque pas de perte de balle, eh bien malheureusement elle permet aux Celtics, même sans adresse, de s'en sortir avec un niveau d'efficacité tout à fait correct. On est à 4, regardez, en assist turnover ratio, 60% de passes décisives. On a fait jeu égal au rebond, mais on retrouve encore cette défense médiocre, voire mauvaise, voire pathétique, en étant vraiment très très méchant. Ça m'arrive des fois, des Cavaliers qui les pénalisent face à une équipe des Celtics qui, on l'avait vu dans la preview, est pourtant loin d'être la meilleure attaque de la NBA. Donc voilà. Et pourquoi je commence à être vraiment inquiet pour cette équipe de Cleveland? C'est que sur ce match, les Cavs ont été globalement, sur l'intégralité du match, adroits. On n'est pas dans un scénario où les Cavs perdent de 20 points parce qu'ils ont raté plein de tirs ouverts. C'est un soir sans, ça arrive dans le basket, il y a des soirs où il n'y a pas d'adresse, et vous avez plein de tirs ouverts, vous ne les mettez pas et vous prenez 20 points. C'est ce qui est arrivé aux Celtics la saison passée en finale de conférence. Sur ce match, regardez, sur les tirs wide open, dès lors qu'on est sur des tirs à mi-distance, des 2 points longs ou des 3 points, eh bien des deux côtés, on a eu à peu près 20% de tirs complètement ouverts. Eh bien on a un pourcentage équivalent. On est aux alentours des 65% au tir réel sur ces tirs ouverts. Donc on a été dans des rendements d'adresse tout à fait corrects pour ce genre de tir. Si on va regarder maintenant les tirs open. Alors c'est quoi la différence un tir open? C'est que le défenseur était loin mais un petit peu plus près que sur un wide open. Un wide open c'est le défenseur, il est à plus de 2 mètres, donc là vous êtes vraiment complètement seul. Et le open c'est le défenseur, de mémoire il est entre 1,50 m et 2 mètres. Donc il est un peu en retard mais il vient un peu gêner quand même. Et bien sur ce match les Celtics, ils ont un catastrophique 24% au tir réel sur les tirs open. Et ça représente quand même 30% de leur volume total. Donc les Celtics, ils ont été maladroits. Les Celtics, ils font un mauvais match d'attaque. J'ai vu beaucoup de séquences des Celtics où il y avait des tirs précipités, où on n'allait pas mettre en place. Les Celtics ont fait un match en attaque relativement moyen, voire médiocre. Et malgré tout, ils arrachent un 1,11 points par possession. C'est ça qui commence à vraiment m'inquiéter. Et à contrario, regardez les Cavs sur les tirs open, ils ont été à 60% aussi. Donc on a eu de l'adresse côté Cleveland sur les tirs qu'on avait réussi à se créer en attaque, des tirs entre guillemets, ce que j'appelle clé en main, sur des renversements, sur des fixations, sur des sorties d'écran. On a eu des bons tirs et on les a mis là où les Cavs ont failli, c'est sur les tirs contestés, parce qu'il y en a eu beaucoup, et des bien contestés, qui ont obligé des J.R. Smith à faire des step back ultra compliqués à 3 points et à envoyer des parpaings, à faire prendre des tirs relativement compliqués à LeBron, notamment dans la fin de match, des fade-away là en enroulé après un spin move, des choses très compliquées, et une nouvelle fois on voit la bonne défense des Celtics qui vient bien gêner l'attaque des Cavs. Et puis si on regarde les réussites par distance, eh bien on remarque que, regardez,
les Cavs, ils ont été plus adroits que les Celtics tout près du cercle. Ils ont été relativement maladroits sur les tirs à mi-distance, on va dire les tirs à 4-5 mètres. Ils ont été largement plus adroits que les Celtics sur les 2 points longs. Et on a fait jeu égal sur les tirs à 3 points. Donc, dans le comparatif des adresses, les Cavs, ils ont été plus adroits que les Celtics. Donc, il n'y a pas eu de problématique de réussite sur ce match. Il y a eu une problématique de perte de balle du côté des Cavs et à contrario de rigueur et d'incapacité de la défense de Cleveland à faire perdre des ballons à cette équipe des Celtics. Et ça, c'est inquiétant parce que les Cavs, ils ont de la réussite à des niveaux tout à fait corrects. Les Celtics, relativement maladroits. Et on a quand même une équipe des Celtics qui offensivement surclasse assez facilement cette équipe de Cleveland. Et ça commence à m'inquiéter. Ça commence à m'inquiéter. Ça veut dire que pour espérer un scénario de victoire, les Cavs, on sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir compter sur leur défense, ça c'était un acquis. On va avoir des Cavs qui vont devoir être à 65-70% au tir réel pour absorber toutes les pertes de balles, pour absorber les lancers francs qu'on a manqué sur la ligne des lancers. J'avais noté ça, on fait un 10 sur 17 au lancer côté Cavs, c'est juste pas possible. Et plus finalement les critères pour l'emporter sont exigeants et plus la barre est placée haute en termes de rendement offensif pour cette équipe des Cavs, plus la probabilité que ça arrive s'éloigne. Et ça commence à devenir vraiment inquiétant. Je vous propose de faire un petit plongeon dans le match avec des petits extraits, des petites séquences que je suis allé piocher. Pas forcément un résumé du match, comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais plus des séquences qui m'ont marqué et que je trouvais intéressant de vous partager. On commence avec un plongeon dans le premier quart-temps, un premier quart-temps où LeBron James a été tout de suite très agressif et a eu beaucoup de réussite, ce qui a permis aux Cavaliers de très rapidement dans la rencontre de prendre un avantage au scoring. Je trouvais cette séquence intéressante parce qu'elle résumait finalement assez bien ce qu'a été cette équipe de Cleveland, en tout cas en attaque dans le premier quart-temps. Vous voyez beaucoup de séquences d'isolation pour James. Ici, on a changé sur l'écran. C'est toujours cette défense des Celtics qui change quasiment sur tous les écrans. Ça pourrait créer ce qui s'apparenterait à un mismatch avec Marcus Smart sur LeBron. Mais Smart, n'oubliez pas, il fait 100 kg. Donc, il a largement de quoi tenir en termes de puissance LeBron. Et ici on arrive en fin de possession et fadeaway ultra compliqué de James qui rentre en ficelle, extraordinaire défense de Smart, mais encore meilleure attaque, beaucoup de réussite. Et comme le disait Jeff Van Gundy à ce moment-là du match, si les Cavaliers ont besoin de mettre ce genre de tir pour battre les Celtics, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, il y aura eu un problème d'attaque sur ce match 1. Montée de balle ici pour les Celtics et on retrouve ces problématiques de repli défensif et de rigueur en défense côté Cavs. Regardez, Brown, il commence avec tous les défenseurs des Cavaliers face à lui dans la séquence de repli. J.R. Smith, inexplicablement, au lieu de se positionner entre l'attaquant et le panier, laisse un intervalle ouvert. À l'opposé, il n'y a pas d'aide, ou en tout cas aucune aide qui vient se présenter, mis à part Thompson qui tente un petit peu de gêner. Mais Brown a pris tellement d'élan que c'est trop tard. Et les Cavs prennent encore un panier en transition. Montée de balle Celtics. On repasse par Horford et regardez ici, cafouillage dans la défense. On laisse Jaylen Brown complètement ouvert pour un tir à 3 points qui évidemment fait ficelle. Et on retrouve les Cavs qu'on a déjà vu à maintes et maintes reprises, qui sont tous à lever les mains vers le ciel, à pointer les yeux vers le ciel, en se demandant mais qu'est-ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qui vient de se passer, incompréhension, et c'est toujours ces errances défensives, ces lacunes. Regardez pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé ici. Brown a croisé, Smith accompagne Brown et flotte à l'opposé, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, il flotte en même temps que LeBron à l'opposé. Morris va couper dans le dos de James qui n'est pas attentif. Vous voyez que James se laisse déborder. Résultat, Smith en anticipation, en compensation, vient prendre Morris qui est en train de se retrouver tout seul sous le cercle. À l'opposé, on ne communique pas. On laisse Brown ouvert et ça fait un tir à 3 points complètement ouvert. Et regardez J.R. Smith.
qui le pauvre a essayé de faire de son mieux pour compenser la petite errance défensive de James. Regardez J.R. Smith, quand le tir part, il a le dos tourné, il sait déjà que ça va rentrer. Et que les Cavs ont merdé en défense. On arrive ici dans le troisième quart-temps. Et on retrouve toujours ces renversements et ces absences de pré-rotation à l'opposé pour les Cavaliers. On remet cette séquence. Donc ici, fixation. On attaque dans l'intervalle. Il y a une très bonne aide de George Hill qui vient fermer l'accès au panier. Si il n'était pas venu, il y avait un lay-up ouvert. En intelligence, Brown, il va transférer dans le corner. Ici, c'est Thompson, vous voyez, qui a anticipé la pré-rotation. Il vient, sauf qu'à l'opposé, Love aurait dû déjà venir monter sur Horford. Et Smith devrait être en train de se présenter ici. Vous voyez, on fonctionne en tiroir. Il y en a un qui sort, l'autre monte, l'autre compense. C'est comme ça qu'on défend une compensation dans une aide. Love ne monte pas. Et ça fait rien que de la ficelle. Eh bien non, ça fait pas rien que de la ficelle. C'est les fameux tirs relativement ouverts manqués par les Celtics. Ça peut arriver, mais la construction offensive est très très bonne. Et n'importe quel coach échangera n'importe quel tir forcé marqué contre un tir comme ça, bien construit, complètement ouvert. À l'opposé, on a une petite séquence de Tristan Thompson qui est manqué en attaque. Accélération. Et on a encore un J.R. Smith qui laisse Brown prendre de la vitesse, qui laisse Brown attaquer le cercle et finir fort en dessous. Il y a une vraie problématique de défense dans l'aile de cette équipe de Cleveland. Et ça devient vraiment problématique parce que J.R. Smith ou Kyle Korver ou Rodney Hood ou George Hill sont un petit peu trop faibles physiquement en termes de taille et de poids pour aller tenir des Jaylen Brown ou des Tatum, et c'est en train de se payer sur cette série. Ici, on a une séquence qui est assez intéressante, qui va être encore symptomatique des errances défensives des Cavs, où tous les défenseurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Regardez, ici, il y a un écran de Baines sur Rozier. En défense, la consigne normalement côté Cavs, c'est on change sur tous les écrans. Eh bien regardez, Smith il est en train de changer sur Baines, mais Love ne monte pas. Résultat, Rozier il se trouve tout seul. Le temps que J.R. Smith se désengage et vienne essayer de récompenser, il est en retard. Et regardez J.R. Smith, il se tourne immédiatement vers son coach en disant mais coach, il se passe n'importe quoi. Et aucune réaction de Tyronn Lue, qui ne tourne même pas la tête vers J.R. Smith. Ça en dit suffisamment long sur effectivement les problématiques de défense de cette équipe de Cleveland. Montée de balle Cavs, on est dans le troisième quart-temps, là c'est juste avant entre guillemets la montée en régime des Celtics, on est toujours dans une rencontre très 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 serrée. Ce qui est intéressant, c'est que les Cavs ont cherché à créer un petit peu sur des séquences de jeu sans ballon. Ici c'est un grand classique, c'est un grand classique de Cleveland. C'est écran qui ouvre le côté droit pour LeBron. L'idée, c'est qu'on fasse descendre Horford dans la raquette. C'est le troisième défenseur et que derrière, on serve Love qui se retrouve tout seul. C'est exactement ce que fait James. Mais très bon retour de Horford qui conteste bien. Aussi, belle intelligence de Love qui compense et qui va attaquer dans l'intervalle parce que Horford s'est mis hors de position en sautant un petit peu. Derrière, on a quand même réussi à bien contester le drive. Pas de solution. Il restait 9 secondes. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à tenter qu'un tir comme ça à 8,50 m alors qu'on n'est pas au buzzer? Toujours est-il que encore une attaque bien défendue par les Celtics. Et ici encore une errance défensive et encore J.R. Smith et encore le body language, les visages dépités des défenseurs des Cavs. Et regardez tous les joueurs qui lèvent les bras en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, en se tournant vers le coach qui semble complètement dépité. C'est terrible, c'est terrible de voir une équipe à ce niveau-là d'incompréhension. Regardez ce qui s'est passé ici. J.R. Smith il est là. Il est là dans le corner sur Smart. Smart va remonter. Ok. Sauf que J.R. Smith, il anticipe le mouvement vers le cercle de Brown. Personne à l'opposé, problème de communication, personne à l'opposé n'est resté focalisé sur Smart. On est venu à deux sur le joueur qui coupait au cercle.
Résultat, on est en retard et on laisse un 3 points complètement ouvert aux Celtics. Montée de balle des Cavs, on retrouve toujours ces deux écrans hauts sur James. Derrière, on a un petit décalage dans le coin et un tir encore une fois très compliqué de Smith. Et c'est là où effectivement les Cavs, ils pêchent parfois un petit peu. C'est-à-dire qu'il y avait encore largement le temps d'essayer de reconstruire autre chose, de refaire une petite séquence en hand-off, un main à main, quelque chose. Et puis on a un J.R. Smith qui tente un step back très très compliqué, bien défendu. Derrière, ça cafouille et on a une contre-attaque offerte à Boston. Séquence en isolation pour James. On vient bien aider, on est obligé de tenter un flotteur compliqué pour contourner les défenseurs. Derrière, accélération. Bon repli quand même des Cavs qui contestent la contre-attaque. Et encore une fois, errance défensive et on laisse un tir à 3 points complètement ouvert qui fait ficelle. Ce qui s'est passé ici, c'est encore des problèmes de pré-rotation, mais malheureusement, c'est du vu et du déjà vu depuis 2 ans côté Cavs en défense. Ça n'a rien de nouveau. Regardez Rozier. Il est normalement défendu par Rodney Hood. Rodney Hood qui descend pour contester sur Morris. Dès lors que Love était revenu, Rodney Hood devait repartir dans le corner. Personne ne fait de pré-rotation pour revenir vers le côté faible. Tout le monde reste focalisé sur la balle. Et quand on se rend compte, il est trop tard. Et on prend le tir à 3 points. Montée de balle de James et vous voyez ces fadeaways très compliqués dont je vous parlais. Alors quand il rentre en premier quart-temps, on crie au génie, sauf que ces tirs-là, bien défendus, déséquilibrés, sont des tirs très 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 compliqués sur lesquels James, aussi mutanesque soit-il, il va être à 40-45%. Et malheureusement, comme je vous l'avais déjà expliqué, être à 40-45% de réussite pour les Cavs, c'est trop faible. Alors il y a quand même eu, on en avait parlé côté Cleveland, une volonté d'essayer de jouer un petit peu sans ballon. Il y a eu des initiatives qui ont été intéressantes, mais encore trop peu à mon goût. Et on retrouve des séquences d'attaque qui capotent, et on arrive en fin de possession, et on a un James qui tente un tir très compliqué à 9 mètres, qui fait effectivement un horrible parpaing. Et les Celtics ne demandent que ça. Les Celtics ne demandent que ça, que d'obliger les Cavaliers à prendre des 3 points très très longs en fin de possession. Vous voyez, des petits démarquages sans ballon, il y en a eu. Ça, c'est notamment un très grand classique du côté des Cavaliers, où on a sur le côté gauche Love et Kyle Korver, et les deux se font des écrans entre eux. Là, écran de Kyle Korver qui ouvre un backdoor à Kevin Love. Les deux défenseurs des Celtics restent focalisés sur Korver, parce que n'oubliez pas que dans le basket, le joueur le plus dangereux, c'est celui qui pose l'écran, parce que derrière, il peut ouvrir et se retrouver tout seul à 3 points. Ici, belle lecture de James, qui est un passeur extraordinaire, on ne le répétera jamais assez, qui envoie Love pour le alley-oop. Il faut beaucoup plus de séquences comme ça qui obligent les Celtics à défendre un petit peu que ce qu'on a vu sur l'intégralité de la rencontre. Et puis, une autre chose effectivement qui restera problématique, même avec la réintégration de Thompson dans le 5, c'est que dès que Kevin Love est défendu, dès que Kevin Love défend sur Al Horford, eh bien les Celtics ils exploitent le mismatch. Derrière, vous voyez qu'on crée du mouvement sans ballon, ce qui empêche les défenseurs des Cavaliers de venir doubler. Enroulé de Horford qui s'offre la ligne de fond et derrière Love commet la faute. Et 2+1. Vous vous souvenez dans une vidéo que j'avais intitulée Marcus Smart, l'homme de l'ombre, eh bien ça n'apparaît pas dans les stats, mais voyez ici l'intelligence de Smart qui a bien compris que Horford avait un mismatch et un avantage sur Love. Il laisse Horford venir se replacer, il serre le coéquipier dans l'aile pour que la passe redescende à l'intérieur, et derrière on va créer du mouvement pour libérer l'intérieur. C'est collectivement exemplaire. Les jours passent et se ressemblent dans ces finales de conférence Est, avec des Cavaliers qui vont avoir impérativement besoin de retrouver un minimum de cohésion collective en défense et un minimum d'effort pour essayer de tenir l'attaque des Celtics. A contrario, les Cavs, ils sont condamnés à l'orgie offensive, ils sont condamnés à être à 1,20 points par possession, 65% au tir réel, pour surclasser la bonne défense de Boston, le scénario de l'orgie offensive qu'on ne connaît que trop bien.
Anecdote intéressante, 10 ans après, jour pour jour quasiment, LeBron James se retrouve à nouveau mené 2-0 face aux Boston Celtics. La dernière fois que c'est arrivé dans la carrière de James d'être mené 2-0 en playoff, c'était en 2008, année où les Celtics ont été champions, dans une configuration relativement identique, avec un James omnipotent du côté des Cavs, des Celtics qui avaient gagné les 2 premiers matchs à domicile. La série était quand même allée en 7 matchs, tout le monde s'était imposé à domicile dans des rencontres relativement serrées. La grosse différence, c'est que les Cavs de 2008 avaient une vraie défense, ce que n'ont pas les Cavs de 2018, et ça peut être fatal. Il faut quand même un minimum, et là on a vu trop de séquences en errance, on a vu trop de séquences en cafouillage. Et puis, d'un autre côté, il faut trouver un petit peu plus de collectif en attaque, il faut trouver un petit peu plus de capacité à générer du danger sans ballon, avec un James qui doit continuer à fixer, continuer à être agressif, mais qu'il puisse derrière trouver des solutions de passe pour des coéquipiers qui ont des tirs clés en main, dans des backdoors comme on l'a vu, ou dans des sorties d'écran pour des tirs à 3 points. Et puis George Hill ou J.R. Smith Carver doivent contribuer. Il y a une faille des extérieurs de Cleveland vraiment inquiétante. A contrario, les Celtics ont bien compris qu'il y avait une faille dans la défense dans l'aile de cette équipe des Cavaliers. Si on va retrouver des Brown, des Tatum, des Morris ultra agressifs, Horford fait une série mutanesque, et puis Rozier, c'est le facteur X. Dès qu'il peut contribuer en attaque, effectivement, les Celtics prennent encore une nouvelle dimension. Tout ça gardé d'une main de maître par le taulier Marcus Smart. Ces Celtics commencent à faire vraiment peur. Espérons que la série soit longue, soit bataillée, arrachée, qu'on ait des matchs à suspense, des matchs serrés et de la basketologie. Ça fait beaucoup. On suivra ça de très près. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.